Salut Vincent. Alors, je t'ai demandé de te connecter avec moi aujourd'hui pour qu'on parle de ton métier, qui est un métier qui est peut-être, pas connu de tout le monde, comme beaucoup de métiers dans le marketing digital. Est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi ton métier? Comment il s'appelle? Waouh, c'est super cash comme introduction. C'est une super bonne question. Déjà, j'ai envie de commencer peut-être en répondant que l'UX, l'expérience utilisateur, avant d'être un métier, une discipline, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation, dans l'entreprise et les entreprises qui s'en préoccupent, montrent qu'elles ont un certain souci de la qualité de ce qu'elles peuvent délivrer vis-à-vis de leurs clients, leurs utilisateurs et que, on peut avoir une entreprise qui se soucie d'expérience utilisateur sans forcément avoir en interne de design d'expérience utilisateur, de designer d'expérience utilisateur, pardon. Et donc, le métier en lui-même, en quoi il consiste? Le but, on va dire, il y a 2 volets. C'est d'avoir une connaissance la plus fine possible des clients ou utilisateurs, qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, leurs besoins, leurs usages, leurs ressentis et toute cette connaissance, bah, le but, c'est de pouvoir ensuite, soit améliorer l'existant, soit aider à concevoir quelque chose qui n'existe pas encore. Donc il y a 2 volets et après, selon les lieux dans lesquels on exerce le métier, eh bien, le métier ne va pas forcément faire, ressortir le côté expérience utilisateur dans l'intitulé du métier, mais néanmoins, on le retrouve dans d'autres métiers, «cachés» ou non, entre guillemets. Alors, quand tu dis améliorer l'expérience utilisateur, ça veut dire ou et quand tu dis, améliorer des choses qui existent ou créer de nouvelles choses, hem c'est quoi? Est-ce que c'est que digital? Est-ce que c'est plus que digital? Enfin, c'est quoi le Ouais. périmètre de cette amélioration ou de cette création? Alors, à la base, le terme de design d'expérience utilisateur, il vient effectivement du numérique. Donc, on a tendance à associer le côté design d'interface et design d'expérience, en particulier en France. Et ça, c'est notamment lié au fait que, aux alentours des années 2010, eh ben, on a eu la révolution du smartphone. Et donc, de plus en plus de sociétés se sont dit, ben, on va retravailler notre service délivré par le biais d'Internet, notamment avec quelque chose de plus accessible côté smartphone. Et puis, tant qu'on y est, on va revoir un peu notre service, par exemple pour rendre notre client plus autonome. Et donc, on a cette tendance à la superposition de l'un et de l'autre. Ceci dit, moi, je suis militant de dire vraiment, pas besoin de parler d'expérience utilisateur pour qu'il y ait obligatoirement au cœur une ou plusieurs interfaces. Ça peut être décorrélé. D'accord. Quand tu dis, pas forcément d'interface, ça veut dire que tu t'intéresses, à des choses qui sont pas forcément, visibles par le client, c'est ça? Et bien, oui, par exemple, il m'est arrivé de faire des audits, d'expérience et donc d'avoir à auditer, je peux le citer par exemple à la Maïf, des organes de gouvernance et dans ce cas-là, j'applique les méthodologies et les outils que j'ai appris à utiliser, heu, par le passé côté numérique, mais j'utilise ces mêmes outils également pour intervenir dans un domaine qui est en dehors du numérique. En gros, on qui fait du design d'expérience utilisateur suit une méthode qui est le design thinking, ce serait le comment. Cette méthode, elle est applicable, pas que dans le numérique et les outils qu'on a développés côté numérique, on peut aussi les transposer en dehors du numérique. OK, alors, si tu devais donner un exemple concret de ce que ça fait, implique, dans une structure, de mettre en place une démarche ou d'avoir une réflexion en UX design, en design de l'expérience utilisateur. Si on devait essayer de l'expliquer à ma grand-mère, qui, n'y comprend rien à tous ces sujets-là, ce serait quoi la façon la plus simple de le rendre concret, matériel, ou en tout cas compréhensible par quelqu'un qui n'est pas, dans notre domaine d'activité. J'aime la comparaison ou la métaphore avec le métier d'architecte, dans le sens où, le designer d'expérience utilisateur, ce qu'il fait, on ne voit pas forcément le résultat, qui émane de lui, concrètement. Dans le sens où le designer d'expérience utilisateur va nourrir la réflexion, heu, pour, concevoir ou améliorer un produit ou un service, mais après ce que lui va produire
il ne va pas agir directement forcément sur la création, par exemple, de maquettes pour une interface. Et donc, j'aime à faire cette comparaison avec le métier d'architecte, à dire, grosso modo, on va recueillir des besoins, on va faire des plans, on va penser un peu la face immergée du produit ou du service, et ensuite on va travailler avec d'autres, et ces autres profils, ces autres personnes dans l'équipe feront la partie visible et expérimentée par les clients eux-mêmes. Donc j'affectionne cette comparaison. Ok, donc toi, tu es dans la partie, j'ai envie de dire, réflexion, on va dire, développement de concept, conceptualisation de quelque chose, et ensuite la mise en œuvre incombe à d'autres prestataires qui vont avoir, on va dire, soit en charge de développer quelque chose, une interface, un produit, un lieu, enfin, ce genre de Alors, choses, c'est ça? oui, l'idée globalement, elle est là. Après, ça dépend aussi de comment se positionne chaque personne qui fait du design d'expérience utilisateur. Par exemple, moi, pour ce qui touche le design d'interface, quand j'interviens dans l'amélioration ou la conception de- d'un produit, d'un service, côté numérique, j'ai mis une borne jusqu'où je vais et à quel endroit je m'arrête, et je cède la place à quelqu'un d'autre. Et en matière de design d'interface numérique, je m'arrête à ce qu'on appelle les maquettes ergonomiques ou wireframes, pour reprendre un élément de jargon. Ce sont des premiers rendus euh, de l'interface qui est en cours de création, mais c'est pas du tout le rendu final de ce que verront les utilisateurs finaux. Et c'est là, donc, après, moi, je passe le relais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne en complément, web designer, DA web, on y met ce type d'intitulé, mais c'est lui qui va représenter ce que verra vraiment l'utilisateur au final. OK, alors, toujours dans l'esprit de Mamie Janine, si je dois expliquer ça à Mamie Janine, en gros, dans le cadre d'un site web, si on prend un site web, on peut appliquer l'UX Ouais, design à un site web. complètement, bien sûr. Tu vas définir, quelles sont les attentes d'un internaute, qui devrait consulter ce site web, de manière à, savoir exactement, comment est-ce qu'il aimerait interagir avec le site. Et ensuite, tu vas faire une espèce de brouillon, d'ébauche, d'ébauche temporaire, on va dire comme le ferait un peintre, avec un fusain, pour poser un cadre, et ensuite ce cadre, il va être peint ou il va être, on va dire, rendu joli par quelqu'un d'autre. C'est ça? Alors schématiquement, c'est effectivement l'idée. Je tire juste l'attention sur le fait que le côté comparaison métaphore avec le peintre, je préfère l'éviter, parce qu'en France, on a tendance à penser, dès qu'on entend designer, que la personne a une compétence graphique. Or, les gens qui font du design d'expérience utilisateur n'ont pas forcément cette compétence. Pour en venir à ce métier, on observe notamment 2 courants. On a un premier courant qui sont des gens qui sont plutôt issus de sciences dures, les sciences cognitives, les sciences humaines, et on a un deuxième courant qui sont des gens qui sont plutôt, issus justement du graphisme, du secteur des «arts» entre guillemets, arts appliqués. Et on a tendance à penser, quand on entend le mot designer, typiquement chez nous: «Ah, la personne a des compétences à avoir un pinceau dans les mains ou à faire des super dessins», ce qui est pas du tout mon cas. Et donc je suis plutôt militant de dire: on peut être designer dans le sens concepteur, concevoir, et en fait la conception, et c'est là la différence que je fais avec la création, c'est un premier pas vers la création, mais ça reste encore une certaine forme, soit d'abstraction, soit en tout cas, c'est pas finalisé, c'est pas le rendu final. C'est ce que je voulais dire par ébauche, c'est-à-dire c'est ce qu'on D'accord, trouve quand on regarde, par exemple un tableau en UV, c'est les crayonnés que vont ouais, faire, par exemple complètement. Léonard de Vinci a fait des crayonnés Et ben, pour c'est tout donner, à fait ça, je les suis grandes complètement zones de d'accord. ses toiles, Tu as et raison. donc toi tu poses ce crayonné-là. Par Ouais, contre derrière, il y aura des peintres qui, eux, c'est ont ça, cette capacité complètement, créative à mettre en forme, en couleur et en forme, tout à les fait, éléments que toi tu auras déterminés. tout à fait. OK, hem si on va plus loin, j'aimerais que tu puisses échanger avec nous sur, plusieurs choses. La première, c'est, si tu devais nous donner un de tes, on va dire, ce qu'on va appeler le big failure, c'est-à-dire le truc sur lequel tu t'es le plus cassé les dents, ou le truc qui t'a posé le plus de problèmes, ou, un cas où tu t'es senti particulièrement désarçonné, dans ton métier.
et où tu as pu apprendre quelque chose, parce qu'on sait qu'on apprend beaucoup de nos échecs. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous là-dessus? Mmh, je vais peut-être partager la chose suivante. Je suis amené à, animer des entretiens avec, différentes, parties prenantes ou des utilisateurs d'un produit, d'un service. Le but étant de pouvoir rendre compte de, leurs besoins, leurs attentes, leurs usages, leurs ressentis et cetera et j'ai fait l'expérience d'interviewer un petit nombre de gens et ben, contrairement à ce qu'on l'on pourrait penser, moins on interviewe de personnes, plus c'est compliqué d'en faire une synthèse, parce que plus c'est compliqué de faire émerger, des recoupements entre les différents témoignages et donc ça pour moi, c'était un réel apprentissage, par quelque chose de très concret. D'accord, donc l'aspect difficulté, à gérer entre, faire du volume pour obtenir des tendances et faire moins de volume pour gagner du temps, mais finalement avoir plus de mal à Ouais. faire émerger des tendances, c'est Sur du ça? qualitatif, effectivement, voilà, plus on va investir et plus ce sera facile après de faire ces regroupements par, ce qu'on appelle les diagrammes d'affinité et inversement, bah, plus c'est compliqué. OK, et inversement, puisque, on apprend aussi, on apprend beaucoup de ses échecs, on peut apprendre de ses succès, ou en tout cas, on peut au moins avoir des succès qui nous mettent sur la voie de ce qu'on devrait, essayer de reproduire. Si tu pouvais nous partager, quelque chose qui pour toi a été, voilà, un vrai succès, dans ton activité ou alors, quelque chose qui t'a beaucoup appris, parce que, en le mettant en œuvre, ça t'a permis de débloquer certaines choses. Voilà, sur le sujet du design d'expérience, qu'est-ce que tu partagerais, sur ce Ah, sujet-là? je crois que j'aurais envie de citer quelque chose de récent. J'accompagne les créateurs d'un jeu de cartes qui s'appelle Totem, le jeu qui fait du bien, qui est un jeu qui vise à permettre dans une équipe, aux équipiers de se tirer le portrait à travers des totems animaliers. Et en fait, ce jeu qui à la base était un jeu de cartes physique, eh bien, ses créateurs ont souhaité en faire une application. Et donc, depuis l'automne dernier, je travaille avec eux. Ils ont notamment souhaité faire une application d'animation de team building. Et donc, on a transposé ce jeu en un outil pour personnes qui animent ce team building. On a fait une première version. Cette première version est très, très, très bien accueillie par les facilitateurs qui s'en servent. Et donc, on est en train de continuer les réflexions pour faire vivre cette application. OK, super. C'est intéressant. Transformer un jeu physique en jeu online, c'est, je pense quelque chose, qui est assez dans l'air du temps parce que, je me doute que tous les concepteurs de jeux, de société se sont retrouvés avec cette impossibilité pour les gens de jouer et donc, l'idée de jouer à distance, doit être intéressante. Même si on sait qu'il y a les jeux vidéo qui existent, mais, la transposition d'un jeu de société en jeu en ligne, ça doit être passionnant. Est-ce que par exemple, tu aurais une anecdote sur ton métier? Est-ce que tu aurais un truc un peu marrant, à partager avec nous? Ah oui. Un truc improbable, enfin voilà, qui pourrait, être, le genre de choses que tu racontes pour faire sourire ou pour faire rire tout simplement? Oui, j'ai notamment fait des tests utilisateurs que j'ai animés quand j'ai travaillé en agence web et on avait, une salle équipée pour ce faire, équipée d'un miroir Santin. Avec donc, des observateurs qui pouvaient être des collègues ou, des personnes de chez le client qui assistaient au test et et bien une fois, j'ai une personne qui, à la fin du test qu'on venait d'animer, ben, visiblement voulait repartir avec mon numéro de téléphone que je n'avais pas l'intention de de donner et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait des observateurs qui assistaient à la scène derrière le miroir Santin, qui n'ont pas manqué de me chambrer une fois que je les ai rejoints à l'issue de ce test. Voilà. Ah ça va encore, c'est soft, hein, il aurait pu se passer bien plus de choses derrière un miroir sans teint, on s'attendait à un truc de fou. Ah, sachant que c'était déjà enregistré, il y avait déjà des témoignages sonores qui demeurent. Très bien, une super anecdote. Alors c'est le moment des questions, des questions naïves et peut-être stressantes, que j'ai à te poser sur ce sujet-là. OK. Hem, 1 question qui me vient à l'esprit, c'est quoi les outils, d'un UX designer? Si on est-ce qu'il y a des outils concrets, physiques, qui existent?
Et j'ai envie de dire que qu'on intervienne dans des projets numériques ou non, la constante, a priori, quand on fait du design d'expérience utilisateur, c'est d'abord la recherche, le premier volet. Et donc pour faire cette recherche, animer des entretiens individuels pour aboutir à la création de personas, de cartes d'empathie, de cartes d'expérience utilisateur, c'est un peu le b.a-ba. On va pouvoir également utiliser de l'observation de terrain, pourquoi pas du test utilisateur. Et déjà, rien qu'à travers ces quelques outils que j'ai cités, je pense qu'on a déjà l'essentiel de la caisse à outils en amont, côté recherche utilisateur. Et après, pour le côté vraiment design, bah, ça dépend. Est-ce qu'on va faire du numérique ou est-ce qu'on va... le but, c'est de concevoir quelque chose qui est en dehors du numérique. Si on se cantonne côté numérique, on va pouvoir faire des croquis, que ce soit aussi bien pour visualiser une vue d'ensemble, une arborescence, qu'après pour faire des croquis de page. Et puis après, pour aller encore un cran plus concret, moi, ces fameuses maquettes ergonomiques ou wireframe, premier rendu en noir et blanc, moi, désormais, je les fais avec Miro pour avoir un grand tableau avec sous les yeux mes différents écrans qui sont en train de commencer à se créer pour pouvoir les partager après avec des développeurs, des web designers. Et donc, voilà un peu mes principaux outils sur le volet design conception. OK. Autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, si tu pouvais, dans tes rêves les plus fous, décider de travailler avec une entreprise ou sur un projet en particulier, ce serait quoi ton rêve absolu en tant que, UX designer? T'aimerais faire quoi? Alors, eh ben, j'aimerais pouvoir travailler avec des petits commerçants, en fait. J'aimerais pouvoir, déjà me pour moi-même, prendre conscience qu'on peut faire des choses avec des petits commerçants et j'aimerais encore plus le faire avec des métiers de bouche. Je suis comme toi, je suis plutôt un bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien goûter des bonnes choses et j'aimerais pouvoir faire de l'UX, par exemple, pour, une épicerie fine, pour essayer de faire des encarts, des petites étiquettes pour présenter des produits, du thé, du café ou pourquoi pas des alcools et essayer de dire: «Bah, voilà les notes que vous allez avoir», ce genre de choses et essayer de faire un petit outil d'aide à la vente, mais autoporteur, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer, par exemple. Et ben, on arrive à la fin de ces 15 minutes, ça passe très vite, et j'ai une dernière question pour toi. Ouais. J'aimerais que tu me dises, puisque tu travailles avec, d'autres professionnels, certainement, est-ce qu'il y aurait un professionnel ou une catégorie de professionnels que tu aimerais, écouter dans un podcast comme celui-ci? Est-ce qu'il y a un métier, ou une personne en particulier, ça peut être une personne, que tu as déjà en tête, que tu aimerais, voir intervenir dans ce podcast, et que je devrais interviewer prochainement? Il y a un mot que je ne comprends pas, après je me suis peut-être pas donné aussi les moyens de vraiment le comprendre. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui se disent growth hackers? C'est quoi le growth OK! hacking? Moi, j'y comprends rien et en plus, je suis pas du tout adepte du franglais. Moi-même, dans les formations que j'anime pour expliquer le design d'expérience utilisateur, je mets un point d'honneur à éviter le gros jargon anglais auquel les gens ne comprennent rien et moi, ce terme, je comprends pas. Un gros hacker. Ah Alors, ouais, bah, je vais trouver un gros hacker et je pense qu'on fera le prochain podcast sur ce sujet-là. Ça peut être un d'accord, très bon sujet à mon avis pour les gens, c'est aussi obscur que pour toi. super. Et ben, merci beaucoup Antoine pour le temps que tu m'as accordé Merci Vincent. et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de 900 secondes avec. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez que d'autres découvrent le métier d'UX designer. À bientôt.